Pour nous aider à mieux comprendre la portée de cette entente, je reçois Charles-Philippe David, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et fondateur de la chaire Raoul Dandurand. Monsieur David, bonsoir. Bonsoir à vous, Marc-André. Écoutez, c'est une annonce porteuse d'espoir, mais aussi pleine d'incertitudes. Le premier ministre Mark Carney a affirmé que les prochaines 48 heures seront cruciales. Qu'est-ce que vous allez surveiller dans l'immédiat au cours de ces prochains jours? Certainement, ça sera la suite des choses et les visites annoncées du président des États-Unis, à la fois en Égypte et en Israël, nous dit-on. Il s'adresserait au Parlement de la Knesset. Alors, il y a certainement de quoi se réjouir. Un pas en avant a été fait, mais j'ai le goût de dire le plus difficile est à venir. Et la suite des choses représentera des obstacles constants sur, bien sûr, le chemin, si on peut l'appeler, de la paix. Après 2 ans de guerre absolument ignoble, c'est un peu difficile d'y croire. Mais je vous dirais ceci, si le président Trump, contrairement à ses habitudes, faisait preuve d'un engagement soutenu, comme il l'a fait au cours, on va dire, des 2 dernières semaines, et fait preuve d'une attention également très soutenue pour suivre pas à pas les négociations qui auront lieu et la mise en œuvre du plan de paix qu'il a après tout proposé, qui consiste en 20 points, peut-être cette lueur d'espoir, comme vous l'évoquiez, va devenir un petit peu plus concrète au fur et à mesure que nous progressons. Parce que, bien sûr, un seul recul reste toujours possible et peut menacer grandement la suite des choses. Cet accord ça marque une avancée quand même majeure après de nombreux efforts sans succès et 2 cessez-le-feu précédents qui ont échoué. Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence cette fois-ci? Je comprends que ça peut toujours changer, mais ici, on voit quand même un certain progrès. Alors, qu'est-ce qui a fait vraiment la différence jusqu'ici? Il faut toujours se souvenir que la personnalité de Donald Trump définit entièrement la politique étrangère des États-Unis. Il ne faut pas être surpris que cette personnalité amène cette politique étrangère dans une direction et subitement puisse la faire changer pour prendre une autre direction. C'est très exactement ce qui s'est passé dans ce cas-ci. L'attaque israélienne contre les hauts dirigeants du Hamas, souvenez-vous, au Qatar, a été la bougie d'allumage qui a fait changer d'idée, franchement, Donald Trump, et qui a été très dur à l'égard de Netanyahou et lui a demandé de consentir à mettre en œuvre son plan de paix. Et lors de la dernière visite de Netanyahou à la Maison-Blanche, qui était la 4e visite de Netanyahou à Washington, Trump n'a pas mâché ses mots et lui a demandé de s'excuser formellement auprès de l'émir, le dirigeant donc du Qatar. Et cela a fait en sorte que ça a aplani un petit peu l'atmosphère et ça a forcé Netanyahou à donner raison au président Trump. Donc les menaces, les pressions de Trump, et j'ai le goût de dire en passant, enfin, on attendait ça depuis 2 ans, ont finalement fait plier le premier ministre d'Israël. Mais attention, encore une fois, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais on verra si la suite des choses sera conforme à cet assouplissement des positions israéliennes. Et si, bien sûr, de l'autre côté, le Hamas acceptera de déposer les armes, de se désarmer, prendre, au moins pour ses dirigeants qui restent encore à Gaza, le chemin de l'exil et passer le pouvoir à cette entité technocratique dont on parle, mais on ne sait pas trop de qui il s'agit, qui administrera Gaza. Donc voilà, le diable est dans le détail, je l'ai dit assez souvent, cet accord l'illustre bien. Justement là-dessus, le Hamas a jusqu'à présent refusé de discuter de la demande d'Israël qui exige que le groupe militant rende les armes. Dans quelle mesure ce silence est-il préoccupant pour la suite des choses? C'est préoccupant parce qu'Israël ne cédera pas un pouce sur les questions de sécurité, je crois. Malgré les pressions de Trump qui ont fait changer d'idée Netanyahou,
ou fait plier Netanyahou sur une couple de choses ou de points très importants. Mais la sécurité, je pense, pour Israël n'est pas négociable. Et donc, vous soulevez là la question, au fond, centrale. Si le Hamas refuse de se désarmer, ça probablement ouvrira la porte pour le gouvernement israélien à maintenir un certain contrôle, pour ne pas dire un contrôle certain, sur Gaza. Donc, ça veut dire une portion de son territoire, une portion de sa sécurité et la présence des forces armées israéliennes, au moins en tout cas la présence très lourde de l'armée de l'air israélienne, qui a continué encore les bombardements, même depuis que l'accord a été signé. Donc, ça prouve bien, encore une fois, que la situation sera très, 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 très volatile. Et ça va prendre, de nouveau, je le dis, une détermination sans précédent, une attention sans précédent de la part du président des États-Unis, qui va se rendre donc en Égypte, apparemment, et aller parler aussi à la Knesset. Ça donnera peut-être un coup de main à Netanyahou pour vendre l'idée à son gouvernement composé d'ultra-extrémistes et radicaux que la solution à long terme, en tout cas, j'espère que Trump le dira maintenant, je ne sais pas, que la solution à long terme est celle que prône le Canada, c'est-à-dire la création d'un État palestinien. Mais franchement, on est très, très, très loin de cet objectif pour le moment. Et justement, si on parle de M. Trump et Netanyahou, quels intérêts ont-ils vraiment de voir qu'on enregistre des progrès vers justement une paix durable ou un cessez-le-feu durable au minimum? Je dirais pour le président des États-Unis, c'est très clair. Je n'y croyais pas moi-même, mais je finis par le croire. Il veut être perçu comme l'homme de la paix. On dit en anglais le grand deal maker, le faiseur d'accords pour gagner le prix Nobel de la paix. Rien ne lui ferait plus plaisir. Imaginez pour l'ego et le rayonnement de ce président que d'obtenir ce prix. Pour Netanyahou, il reste quand même que cette guerre qu'Israël a menée depuis 2 ans est très coûteuse. La population israélienne est divisée et je pense qu'on réalise qu'il n'y a pas de solution militaire à long terme au problème palestinien. Il n'y a qu'une solution politique et diplomatique. Et même si Netanyahou ne l'affirme pas, dans un sens, le président des États-Unis lui offre une porte de sortie qui lui permet de libérer les otages, parce que ça, c'était la priorité consensuelle des Israéliens. Là-dessus, pas de débat. Libérer nos otages, redonnez-nous nos otages qui sont morts, et il y en a quand même peut-être 25, 30 ou plus. Et après ça, on discutera de solutions politiques. Alors, ça donne une porte de sortie à Netanyahou pour l'instant, mais encore une fois, je répète, là, les solutions politiques et de sécurité pour Gaza vont représenter tout un défi, parce que le gouvernement de Netanyahou n'est pas du tout celui, par exemple, des travaillistes qu'on a connus il y a 30 ans, gouvernement pluriel à l'époque, qui était très ouvert à l'idée de travailler des accords de paix. Là, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Donc, Trump fera sans doute pression s'il se rend à la Knesset pour essayer de vendre cette idée de paix, a-t-il surnommé perpétuelle pour le conflit du Proche-Orient. On a le goût de dire à n'importe qui prononce ces mots-là, bonne chance. Charles-Philippe David, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et fondateur de la chaire Raoul Dandurand, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Je vous en prie, bonne soirée.